Alors cette guerre, Dominique de Villepin, vous pensez que c'est une erreur, j'allais dire une de plus. Pouvez nous expliquer pourquoi ? Les interventions militaires, quand elles sont circonscrites avec un objectif ciblé, limité, peuvent être efficaces et elles font partie de l'arsenal que toute démocratie doit être capable d'utiliser dans certaines circonstances, avec raison et de la façon la plus maîtrisée possible. Mais dans le cas présent, nous sommes engagés, et le chef de l'État l'a dit de la façon la plus claire, les Américains le disent de la façon la plus claire, dans une guerre contre le terrorisme. La guerre contre le terrorisme ne peut pas être gagnée. On ne peut même pas donner de pourcentage. L'échec est annoncé. Pourquoi ? Parce que le terrorisme est une main invisible, mutante, changeante, opportuniste. On ne se bat pas contre une main invisible avec les armes de la guerre. Il faut être capable d'employer la force de l'esprit, la ruse, les moyens de la paix pour désolidariser des forces qui s'agglutinent autour de ces forces terroristes. Donc il faut une stratégie politique, une vision politique et une capacité à penser l'action très au-delà des bombes et de l'action militaire stricto sensu. Donc c'est inefficace. Tout ce que nous savons, il n'y a pas de contre-exemple, tout ce que nous savons de ce type de guerre menée depuis des décennies, et en particulier depuis l'Afghanistan, a conduit à l'échec. Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui, Afghanistan, Irak, Libye, qui ne conduisent pas à davantage de guerres et davantage de chaos. Nous sommes donc dans la situation où, par la guerre, nous voudrions faire mieux que lors de la précédente guerre que nous avons menée. Ayons conscience que cet État islamique, Daesh, nous l'avons nous-mêmes en grande partie enfanté. De guerre en guerre, de cette guerre de 2003, du départ de 2011, du lâchage des rebelles syriens, il y a un cercle vicieux dans lequel nous nous sommes enfermés. Et par ailleurs, non seulement c'est inefficace, mais c'est dangereux. Parce que cette région du Moyen-Orient, et on pourrait prendre l'ensemble du monde arabo-musulman, est traversée de crises, traversée de blessures, meurtrie. Il est en plus en profonde crise de modernisation, avec en son cœur une crise sociale qui frappe violemment les classes les plus défavorisées et les classes moyennes, du fait de la corruption, du fait de la rente pétrolière, et qui est marquée de profondes inégalités. Une grande partie des djihadistes viennent de ces classes moyennes. Et donc, nous alimentons le cycle de la surenchère. On veut croire que les images d'horreur que nous voyons malheureusement de ce côté-ci sont des repoussoirs. Mais ce sont aussi des phénomènes d'aimantation pour certains. On ne voit pas les mêmes images de l'autre côté de la Méditerranée. On ne voit pas le même spectacle, on ne les interprète pas de la même façon parce qu'il y a des identités blessées. Et ce qui est vrai là-bas est malheureusement aussi vrai chez nous. C'est-à-dire que la surenchère, elle a des conséquences dans le recrutement des djihadistes là-bas et elle a des conséquences ici. Par ailleurs, nous frappons en Syrie et en Irak. Nous frappons un ennemi terroriste. Et quel est le résultat ? L'horreur que nous connaissons pour notre compatriote Hervé Gourdel, qui est, lui, lâchement assassiné où ? Dans les montagnes d'Algérie. C'est dire que demain, toutes ces minorités qui brandissent l'étendard de l'islam, agissent au nom de l'islam. Ce n'est évidemment pas l'islam le problème, c'est le drapeau de l'islam qui est brandi. Eh bien, ces minorités qui existent aussi bien en Birmanie, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie, dans l'ensemble du monde arabe, de la même façon au Maghreb ou en Afrique, eh bien, partout, ces minorités peuvent se solidariser. C'est-à-dire que nous assistons, par cette guerre contre le terrorisme, à une cristallisation de l'ensemble de ces groupes qui établissent des passerelles entre eux, une surenchère pour savoir quel sera le plus cruel, le plus meurtrier, le plus violent, parce que c'est une façon d'attirer les djihadistes, d'attirer de l'argent. Et au-delà de cela, donc, il y a une course vers la mort, une course vers davantage de djihadistes qui est effroyablement dangereuse pour nous. Et je voudrais terminer en disant, je veux bien faire le fanfaron ce soir. J'aimerais pouvoir dire que nous sommes prêts. J'aimerais pouvoir dire que nous n'avons pas peur. Mais c'est faux. C'est faux parce que nous sommes, nous les Français, une société démocratique qui n'a pas engagé de processus sécuritaire au point d'autres sociétés démocratiques. Je pense à la société américaine. Les communautés étrangères américaines dans le monde sont bunkérisées, barricadées, il n'y a pas un cheveu qui dépasse, et donc le risque est infiniment moindre que pour les nôtres. C'est le chemin qu'a emprunté
la société israélienne. C'est le chemin de la politique sécuritaire. Ce n'est pas la situation de la France. Nous sommes exposés aux quatre vents, en particulier au Maghreb, au Moyen-Orient, en Asie, et donc dans une situation de vulnérabilité. Et ce qui est vrai là-bas l'est aussi chez nous. Donc j'aimerais que nous prenions conscience de la complexité. Je veux bien qu'on prenne la tête d'une croisade, mais je veux qu'on mesure les risques et surtout savoir que cette croisade ne peut pas être gagnante. Nous alimentons un processus de destruction, nous alimentons un processus de haine. Et ce que je dis, ce n'est pas pour ne rien faire, car il y a évidemment beaucoup à faire, mais dans une toute autre direction, d'une stratégie politique, d'une stratégie d'accompagnement militaire, en mettant en avant ceux qui d'abord doivent réagir. C'est les pays de la région eux-mêmes. Il y a près de 600, 500, 600 avions de chasse dans la région qui appartiennent aux pays du Golfe. Ils sont parfaitement capables de mener la riposte. Nous suivons les Américains qui, comme toujours, cherchent un ennemi à travers la planète, sont engagés dans une sorte de messianisme universel. Nous, Français, ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas notre vocation. Nous sommes des faiseurs de paix, des chercheurs de dialogue, nous sommes des médiateurs, nous sommes là à contre-emploi et à contresens, entraînés dans une logique qui est sans issue. Car cette guerre contre le terrorisme, c'est une guerre sans fin, c'est une guerre perpétuelle. Nous savons qu'elle ne peut pas s'arrêter. La haine entraîne la haine, la guerre nourrit la guerre. Hubert Védrine, vous la jugez inévitable, cette intervention? Oui, je le dis à regret. Je suis conscient qu'il y a beaucoup d'arguments justifiés dans ce qu'a rappelé Dominique de Villepin. Je trouve mauvaise l'expression « guerre contre le terrorisme » qui était employée par George W. Bush parce qu'elle appelle facilement les critiques en question. Reprise par les dirigeants français. Oui, mais bon, ce n'est pas le fond du sujet, en fait. C'est peut-être une erreur de formule de communication. Mais il ne s'agit pas du terrorisme en général. Il s'agit de ce qui se passe en Irak et en Syrie, dont on peut juger, et je juge ça, que ça atteint un degré de déstabilisation, de barbarie, de risque de contagion, de risque de sanctuaire pour l'ensemble des zones terroristes sous différentes formes, telle qu'une réaction était devenue, y compris militaire, mais pas uniquement, on se rejoindra peut-être là-dessus, était devenue inévitable. Et je ne pense pas qu'on puisse plaquer sur le président Obama, disons, les critiques habituelles contre les États-Unis, comme il l'était à d'autres moments. Ce n'est pas le cas. Obama, il a été élu pour retirer les États-Unis de l'impasse des guerres de Bush. Et s'il se résigne à ça, donc ce n'est pas du tout sa tentation, ce n'est pas du tout sa ligne. En fait, il aurait voulu l'éviter. C'est que vraiment, à un moment donné, trop c'est trop, et qu'il y a un risque qui n'est pas qu'occidental. Donc je ne crois pas qu'on puisse parler de croisade. Il faut éviter dans nos commentaires de faire comme si c'était la France qu'une mouche a piqué, qui se précipite dans l'affaire. C'est un phénomène beaucoup plus vaste. Je pense qu'il y a un début de coalition. Nous sommes le seul pays européen engagé, les Britanniques. Les Britanniques vont suivre. Et au départ, nous avons pris le leadership dans cette affaire, seul pays européen. Ce n'est pas une preuve, parce qu'on l'est dans beaucoup de cas où on dénonce justement la lâcheté, l'incapacité des autres Européens. Donc dans la plupart des cas, c'est plutôt un argument pour la France. En tout cas, je pense qu'il y a une coalition en formation dans laquelle il y a beaucoup de pays arabes, que ça rejoint un affrontement immense au sein de l'islam. C'est en train de produire quelque chose d'extrêmement intéressant, qui est que, pour la première fois à ce stade, à ce niveau, en fait, on voit des musulmans de partout, notamment en Europe, qui disent, vous avez vu la campagne, pas en mon nom, c'est pas l'islam. Not in my name, une campagne anglaise. Alors, on l'a là, d'ailleurs, on la passera tout à l'heure. Autant c'est choquant quand c'est les autres qui passent leur temps à faire l'amalgame et à dire aux musulmans, expliquez-vous là-dessus, autant quand ça vient du monde musulman, quand ça vient pas simplement des recteurs ou des imams, mais des gens, des jeunes, des réseaux sociaux. En France, et nous sommes nous aussi des salles français. Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Et je pense que la réalité de la menace va entraîner donc l'obligation de la coalition, va faire bouger les uns et les autres, que ça va obliger les Saoudiens à accepter le retour dans le jeu jusqu'à un certain point des Iraniens, que ça va obliger à un moment ou à un autre les Turcs à sortir de leur triple jeu, que ça oblige la France à bouger elle-même sur sa position iranienne d'avant, que ça va l'obliger à bouger sur la question syrienne, enfin, etc. Il y a une série de choses. On va l'aborder d'ailleurs, cette question de la coalition. Je le mets dans le positif. Dans le positif qui est que, j'ai dit pourquoi je pensais que c'était malheureusement inévitable. Je pense que les autres solutions n'existent pas. Je pense que la conclusion de Dominique de Villepin débouche pour le moment sur rien. Ah non. Même si je pense... Ça, on en reparlera, mais oui, il y a on va en parler. beaucoup à faire. Oui, mais une stratégie, une politique. Non. Je pense il y a beaucoup à faire de choses concrètes. Je pense qu'il est impossible,
Et Dieu sait que je suis d'accord là-dessus. La stratégie, je pense qu'il y a belle lurette que les Occidentaux auraient dû imposer le règlement de l'affaire du Proche-Orient, que c'est une espèce d'absurdité totale, même sur le plan de la réelle politique, qui n'est pas un État palestinien à côté de l'État israélien. L'Occident était nul, incapable, lâche, tout ce qu'on veut. Bon, je pense tout ça. Je pense tout ça. Donc je suis pour la stratégie politique. Et je pense que dans la reconstruction de l'Irak après, parce que si après les frappes, il ne se passe rien, ça va recommencer. Donc il faut un régime en Irak qui arrive à faire cohabiter les communautés. Donc il faut un certain degré d'accord avec les Iraniens. Donc il faut changer de politique. À un moment donné dans l'affaire syrienne, on aura besoin de Poutine. C'est peut-être d'ailleurs une occasion de sortir par le haut de l'impasse dans laquelle on est en Europe et sur l'affaire ukrainienne. Donc il y a toute une grande politique qui, à mon avis, pourrait se développer. On retrouverait le terme de stratégie. Mais je ne pense pas qu'on l'obtiendra par la passivité là. Et je ne crois pas que le fait de dire ça ne nous regarde pas, l'amalgame c'est très compliqué, c'est dangereux, je pense que ça nous affaiblirait politiquement plutôt que l'inverse. Donc sur ce point, j'ai un désaccord assez net. Et pour moi, il n'y a aucune contradiction entre ce qui a été entamé maintenant et la suite d'une coalition durable qui fonctionnerait et qui déboucherait sur une stratégie politique. Je sais que c'est dur, je sais que s'il n'y a pas cette stratégie politique, que ça n'aura servi à rien. Mais après avoir tout dit, je pense que c'est inévitable. On revient